Bonjour, bon lundi tout le monde. Il y a quelques semaines est arrivé sur la plateforme de diffusion Vrai un documentaire percutant, La Vaganza, la grande illusion, qui met en relief un projet qui a été monté de toutes pièces par des têtes dirigeantes pour flouer des investisseurs. On a avec nous sur le plateau Jean-François Simard, une des victimes. On a aussi Claude Beaumont, qui, lui, a été victime de Mario Goyette. Et pour nous éclairer, on a Sylvain Paquette, qui est consultant en gestion et prévention de la criminalité financière. Et pour commencer, un tête-à-tête avec Guillaume Dulude, on parle des manipulateurs. On aborde un sujet qui suscite toujours beaucoup de discussions. On parle des manipulateurs. D'abord, bonjour, Guillaume Dulude. Salut, Marie-Claude. Guillaume, qu'est-ce que c'est un manipulateur? Parce qu'on l'est un petit peu tout à quelque part. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet parce que je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des courriels, des messages de personnes qui veulent lutter contre la manipulation. Ils veulent détecter la manipulation parce qu'ils sont tannés de se faire manipuler. Donc, c'est un sujet, là, ça, puis le narcissisme. Ça, là, ça tire beaucoup d'énergie. Donc, on va en parler ce matin. Il y a un lien entre les deux? Effectivement, il y en a un. Puis, oui, on est tous manipulateurs. Puis ça, c'est un gros trauma là, quand j'annonce ça à des gens parce que j'enseigne la communication, j'enseigne des stratégies. Là, les gens, au début, ils trippent. Puis après ça, là, ils ont comme peur d'être comme une mauvaise personne parce qu'ils se disent, est-ce que là, je vais me transformer en manipulateur si j'ai des meilleures stratégies? Puis la réponse est, oui, tu vas être encore meilleur pour manipuler. Et là, les gens se disent, oui, mais moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Donc, il y a comme une confusion sur c'est quoi les types de manipulation qui existent. Puis si tu manipules, est-ce que c'est forcément mauvais? Donc, il y a comme quelque chose... Oui, puis à quel moment ça devient mauvais? Oui, parce exactement. que ça existe. Tantôt, on va en parler plus tard. Ouais. On comprend que les têtes dirigeantes, c'est de la manipulation, mais malveillante. Alors, c'est quoi manipuler? Bon, le cerveau humain, il est fait juste pour ça. Comme, mettons, moi, en ce moment-là... Tu me manipules, là? 100 Ça, c'est mon but, là. OK. Mais toi aussi. OK, moi aussi, je te manipule. Oui, puis en ce moment, on essaie de manipuler le public en plus. C'est organisé comme ça. Venez-vous-en, venez-vous-en. Oui. Donc, le cerveau, ce qu'il fait, là, à partir du moment où tu es un bébé, le bébé, aussitôt qu'il retrouve ses sens tranquillement, la première préoccupation d'un bébé, c'est d'avoir l'attention de sa mère et de faire la bonne face cute qui va faire réagir sa mère de la bonne façon, faire le bon petit son pour être capable d'obtenir ce qu'il souhaite. Donc, le cerveau du bébé, son premier but, c'est de manipuler sa mère. Mais c'est correct, ça. Parce que c'est comme ça qu'on est... Mais c'est inconscient, quelque part. C'est automatique. C'est pas, ça se fait tout seul. Oui, puis c'est pas mal intentionné. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas influencer une autre personne parce que tu as un but, c'est sûr que tu manipules. Mais là, la question, c'est, est-ce que c'est mal? Bien, c'est mal quand tu manipules alors que tu sais que tu vas être le seul gagnant dans l'échange. Si tu manipules pour que ça soit gagnant-gagnant, bien, ça s'appelle une interaction. Puis ça, tu veux ça. On veut des manipulations gagnantes-gagnantes. Mais là où la manipulation a mauvaise presse, puis c'est évidemment celle dont on parle beaucoup, c'est une personne qui a des grandes habiletés et manipule pour qu'il soit le seul gagnant, alors que la personne en face ne sera pas gagnante dans l'échange. Et ça, c'est anti-relationnel. Donc, il y a vraiment deux types. Est-ce que cette personne-là devient comme ça en voyant qu'elle a comme une capacité persuasive, puis elle commence à aimer ça? Est-ce que ça s'installe tranquillement, cette capacité-là de manipuler, en faire comme un second réflexe, tu sais, comme ça devient dans tes habitudes? C'est vraiment une bonne question. Je dirais qu'il y a une interaction entre, je dirais, des facteurs inhérents à une personne de type psychopathologique, là, si je peux dire, puis ça prend des habiletés. OK? Donc, c'est pas parce que tu as des habiletés de manipulation que tu es une mauvaise personne. Comme les personnes qui sont très intelligentes, qui sont très extroverties, qui sont habiles en langage verbal, vont être meilleures pour manipuler parce qu'il y a beaucoup un enjeu de communication là-dedans. Donc, ça, ce sont des outils, ce sont des skills, c'est des habiletés qu'une personne a. Mais si une personne a ces habiletés-là, mais a des traits, par exemple, narcissiques, de psychopathie, ou machiavélisme, qui est le triangle, on appelle ça le triangle noir de la manipulation. Mais là, tu as des enjeux psychopathologiques combinés avec des fortes habiletés. Et là, on est en présence de prédateurs, si tu veux. Et OK, là, ça fait peur un peu, tu sais, quand on arrive dans cette phase-là, parce que je pense qu'on a tous des images aussi de gens, on dirait on n'était pas bien.
sais, on sent qu'il y a quelque chose comme il y a anguille sous roche, mais en même temps, pour arriver à manipuler les autres, il faut qu'il y ait aussi une forme d'empathie. Comment ça fonctionne? Parce que le narcissique aime se voir dans l'autre. Alors, comment ça fonctionne dans la tête du manipulateur? Parce qu'il ment aussi, le manipulateur. Il a une capacité de gérer le faux aussi. Oui. Il y a plusieurs styles de manipulation. Ça dépend à quel point les traits psychopathologiques sont forts. Mais c'est sûr qu'une personne qui a des traits psychopathologiques puis qui va manipuler pense en premier à ses gains. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr qu'il y a une capacité à lire une personne et cibler les personnes qui sont plus vulnérables à être manipulées. Donc ça, c'est un talent. Parce que c'est vraiment important de comprendre qu'un manipulateur réussit tant et aussi longtemps qu'une personne qui est manipulable. Parce qu'il ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'est pas manipulable. Donc, il va avoir une sélection de bonnes cibles. Donc, les personnes qui manipulent, mettons de façon psychopathologique, ont des traits communs, c'est-à-dire un des traits de personnalité dont on a déjà parlé avant. L'agréabilité est presque à zéro. Ce sont des personnes très désagréables. Donc, ils ne se soucient pas vraiment du bien-être des autres. Donc, les personnes qui sont les plus désagréables, comme manipulateurs, vont choisir des cibles, c'est-à-dire des personnes victimes qui sont hyper agréables, qui ont besoin de beaucoup d'approbation sociale. Et plus une personne est agréable, suragréable, plus ce sont des personnes qui vont être facilement manipulées. Mais sauf que quand il les approche, il est agréable avec eux. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intention, mais il sait comment les approcher, là. Il ne va pas leur faire peur. Non, ça fait partie de la stratégie. Donc, ça prend... Les meilleurs manipulateurs ont vraiment de grandes capacités interpersonnelles. Ils sont capables de, je dirais, faire semblant. C'est faire semblant, pas faire semblant. C'est-à-dire que les meilleurs manipulateurs, dans le moment présent, réussissent à se croire complètement. Et ça, c'est une des clés. Parce que c'est difficile, hein, cacher quelque chose pour un cerveau, parce qu'on lit l'expression faciale, il y a des doutes, on le sent quand il y a quelque chose qui est bizarre. Les meilleurs manipulateurs sont, dans l'instant présent, réussissent à se convaincre. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est très difficile à détecter, donc les personnes les plus agréables vont tomber dans le piège facilement. Est-ce que, tu sais, quand on entend parler des grands gourous qu'il y a eu à travers le temps, ce sont des manipulateurs? Absolument. Ben oui, tu peux pas être un grand gourou sans avoir ces capacités-là. Puis les gourous, réellement, qui manipulent, là, qui font, par exemple, sectaires. Tu as étudié beaucoup les sectes, tu connais bien ça. Alors, on partage ce triangle-là. Donc, le machiavélisme sont extrêmement stratégiques. Ce sont des gens brillants. Ce sont des gens très narcissiques qui ont besoin d'être le centre de l'attention, se sentir supérieurs, un sens de la grandiosité. Et ils peuvent avoir des traits de psychopathe, c'est-à-dire manque de remords, manque d'empathie, pas être capable de se soucier du bien-être des autres. Donc, ça prend ces composantes-là. On va le voir tantôt, parce que, tu sais, quand on parle d'argent, ils n'ont même pas de problème à mettre la vie de quelqu'un à terre. Absolument, pour leur propre bien-être. La fraude est directement reliée à ça. Parce qu'il y a des manipulateurs. Tu sais, tantôt, on parlait, on peut tous l'être. Tu sais, comme, mettons, tu vas dans un magasin, il y a des vendeurs. Je pense à certains domaines où tu as l'impression qu'ils ont beaucoup d'arguments, puis, tu sais, ils vont venir te chercher. Tu sais, ils voient que tu as comme un petit genou qui fléchit, puis, tu sais, c'est leur rôle à quelque part, mais ils t'offrent quelque chose en retour. Là, tu fais appel à les habiletés de vente. Il y a des gens qui, c'est des vendeurs nés, sont incroyables. Tu les écoutes, tu fais « OK, ça me prend son affaire, là, je veux dire. » Tu peux plus vivre sans ça. Non, c'est ça. J'ai pas l'équipement pour refuser ça. C'est comme... OK, là. Puis des fois, tu n'es pas content parce que tu te dis, écoute, je viens de me faire manipuler, mais on dirait, j'ai pas le choix d'y adhérer, ça m'intéresse pareil. Fait que tu y vas pareil. Tu comprends? Donc, ça, c'est un talent. OK? C'est des grands vendeurs. Mais puis là, on se dit, OK, c'est une mauvaise chose. Non, si on donne l'échange qui a été promis, tu sais, si la compensation promise, on fait, c'est un bon vendeur, mais j'ai eu ce que je voulais. Le problème, c'est un bon vendeur qui ne donne pas ce que tu es supposé. Donc, il n'honore pas sa promesse. C'est là qu'il y a de fraude. Exactement. Comment on fait pour les détecter, puis comment on fait pour les déjouer? Oui, OK. Ça, c'est les questions que j'ai à tous les jours. Comment détecter la manipulation? La première chose que moi, je dirais, c'est qu'il ne faut pas essayer de détecter tous les signes de manipulation. Je suis en désaccord avec cette approche-là. Puis ça, c'est la mode. Comment détecter la manipulation? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ton cerveau, tu dois l'équiper à détecter émotionnellement quand tu n'es pas bien avec une personne.
pas déterminer tous les signes. Si tu te sens pas bien avec une personne, c'est ton premier drapeau rouge. Si tu te sens pas bien, ça veut dire que tu dois pas continuer à te vulnérabiliser avec une personne. OK. Mais si tu es hyper agréable, parce que là, je parle vraiment, les personnes les hyper agréables, ce sont celles qui sont le plus manipulées, c'est celles qui nous écrivent le plus. Comment je fais pour me sortir de là? La première chose, il faut réduire l'agréabilité. Donc, ça veut dire que tu dois écouter ce sentiment-là à l'intérieur de toi qui dit « Je peux pas l'expliquer, mais je me sens pas bien ». Ceci doit être écouté et il doit y avoir une vigilance sur est-ce qu'on continue à avancer les yeux fermés, est-ce qu'on se croise les doigts et on fait confiance. Alors ça, c'est le premier mécanisme pour empêcher le fait d'être manipulé. Donc ça, c'est le premier travail personnel qu'on doit faire, s'écouter. Puis on doit le faire avec dans n'importe quelle relation. Si on ne se sent pas bien, il y a quelque chose à adresser là. Soit qu'on ne poursuit pas la relation, ou soit qu'on adresse pourquoi on n'est pas bien tout de suite. Mais pour le faire, il faut prendre contrôle de ce qui se passe dans l'instant présent. Mais si on fait juste « Ah, je me croise les doigts, j'espère que dans le fond, c'est juste moi qui s'en fais pour rien », c'est ce réflexe-là qui te rend vulnérable. Fait qu'il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se fasse confiance. Oui, c'est la seule... Tu sais, ça sert à rien d'essayer de travailler plus fort sur l'environnement. Je vais essayer plus détecter les choses dans l'environnement. Je vais essayer plus scanner l'environnement. Ça finira pas. Parce que c'est ça, la vie. La vie, tu as des gens meilleurs pour toi, moins bons pour toi. Il faut que tu t'équipes, toi, à sélectionner les bonnes personnes pour toi. Ça te prend un équipement interne. Donc, moi, je ne recommande pas d'essayer de voir plus la manipulation. Je recommande d'écouter est-ce que tu es bien ou pas et tu t'occupes et tu te responsabilises de ça. Si tu t'en responsabilises pas, ça veut dire que tu mets ta responsabilité à la place de l'autre personne. Le problème, c'est si tu continues, c'est que là, ils vont t'encercler. Oui, puis c'est sans fin. Puis là, plus tu avances, moins tu as de balises d'orientation. Donc, c'est là où il ne faut pas aller, c'est se mettre le bras dans le tordeur. Donc, si on est capable quand on sent qu'il y a un tordeur, c'est tout de suite, il faut se rétracter. Puis après ça, on adresse les choses dans l'instant présent. Et c'est là notre pouvoir de contrôle. C'est comme ça qu'on peut les déjouer? Oui. Parce que ça, je me dis, quand on sent que c'est un manipulateur, est-ce que, tu sais, on peut dire, attends une minute, là, je vais lui faire payer la monnaie de sa pièce. C'est par l'authenticité, c'est en nommant les choses. Comment on fait pour les déjouer pour vrai? Premièrement, c'est s'opposer à avancer dans soit l'interaction ou soit dans ce que la personne demande. C'est que tu ne gagneras pas, là. Oui, donc il faut résister. Évidemment, il y a un défi là pour les personnes hyper agréables parce qu'ils vont se sentir mal. Parce que le manipulateur est capable de détecter l'agréabilité, il va jouer sur la culpabilité. Donc, si tu protestes, il va aller essayer de te casser à ce moment-là. Donc là, le choix que tu as, c'est est-ce que tu vas tenir ton bout ou tu vas avoir trop peur et tu vas faire « OK, non, je ne veux pas de conflit ». Donc, les personnes qui ont peur des conflits vont être manipulées très facilement. Donc, il faut être capable de rentrer dans des zones de « je tiens mon bout ». Et d'en parler. Oui. Tu sais, moi, je pense que quand on a l'impression d'être victime, on s'isole. Oui. Alors qu'il faut peut-être aller chercher conseil auprès des autres, puis aller chercher une approbation, peut-être pour se donner une force, pour faire face. Bien, ça dépend de quelle approbation. Une approbation de dire tu as le droit de te sentir comme ça, tiens ton bout. Exactement, c'est ça que je veux dire. Pas aller chercher des réponses ailleurs. Non. OK, c'est ça la mais le différence. droit de se rassurer par rapport à ce qu'on ressent. Oui, mais il faut exercer ces émotions-là. Hein. C'est un sport, hein, les émotions, à quelque part. Il faut que tu pratiques ton opposition. Puis on n'est pas dans une ère de société où on aime les conflits, là, on marche sur les œufs. Pas ça. Donc, au contraire, ayons des conflits, mettons un terme à quand ça va pas bien, quand on se sent pas bien, puis partons de là. Puis après ça, vous allez explorer pourquoi je me sens pas bien, puis il va y avoir plein de belles réponses. Mais pas « ça doit être moi, fait que je vais faire confiance ». C'est un mauvais réflexe. Merci beaucoup, merci à toi. Guillaume Duluth. C'est toujours passionnant d'entendre ça, puis c'est ça, il y a des visages, malheureusement, qui arrivent dans nos têtes. Oui, on a des petits souvenirs. Mais non. Alors, restez là. Tout de suite après, on parle de fraude financière. C'était un projet qui se pouvait tellement pas qu'il fallait le faire. Le Vaganza, c'était un mix du mot love et du mot extravaganza. Oh my God, quelle bonne idée. Il y avait un rêve, c'était de vivre une vie de star. On va faire la plus grande production cinématographique de tous les temps. Des communications avec Walt Disney. Steven Spielberg avait déjà lu et regardé le scénario. On est avec des personnages charismatiques
et qui ont cette capacité à convaincre les gens. Tu donnais ton chèque à One Land, puis One Land redistribuait l'argent à Lavaganza. Ces gens-là ont recueilli au moins 20 millions de dollars auprès de 650 investisseurs. J'ai regardé ce documentaire-là, ça m'a choqué. Je regarde un extrait de la bande-annonce et ça me choque encore. Bonjour, Jean-François Simard. Bonjour. Vous avez été témoin, vous avez été victime et témoin de Lavaganza. Oui, et participé à mon insu. Je vous reviens tout de suite parce que je veux qu'on comprenne qu'est-ce que c'est Lavaganza. Juste à vos côtés, bienvenue, Claude Beaumont. Vous avez été victime, c'est d'une autre affaire complètement, celle de Mario Goyette, donc victime de fraude financière aussi. Exactement. Mais dans le même type, on va voir de stratagème où vous connaissez la personne qui vous soutire l'argent et vous le faites de façon volontaire. Absolument. Et c'est ça qui est fascinant dans vos histoires et c'est ça qui va aider des gens qui sont peut-être présentement aux prises avec ça. Parce qu'on a avec nous Sylvain Paquette, bienvenue. Vous êtes consultant en gestion et prévention de la criminalité financière à l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Rapidement, M. Paquette, ils ne sont pas les seules victimes de fraude financière puis volontairement à quelque part. Il y en a des centaines comme ça. Moi, j'ai parrainé plusieurs groupes de victimes à travers le temps. Et je peux dire que le Québec, c'est le paradis des fraudeurs. OK. Donc, quand on parle ce matin, il y en a qui vont se reconnaître, là. Effectivement. OK. Bon, puis aussi pour prévenir s'il y en a qui se préparent à vouloir frauder les gens. Alors, Jean-François, raconte-nous d'abord qu'est-ce que c'est ce fameux projet Lavaganza? Lavaganza, c'était, premièrement, c'était un film. On faisait un film qui se terminait avec des événements hors écran, donc qui faisait une continuité avec le film. Et tout ça, ça finançait une fondation qui s'appelait le Lavaganza Foundation, Foundation en anglais. Donc, c'était vraiment des films, des événements mondiaux d'envergure un peu olympien, et après ça, une fondation. Mais qui avait un objectif? Oui. D'aider les enfants. Oui. Donc, il y avait quelque chose de caritatif à quelque part là-dedans. Et toi, comment tu es arrivé à t'impliquer dans ce projet-là et aussi de devenir un financier du projet? Oui, ça s'est fait graduellement. Vraiment, au début, on m'a approché pour faire des trucs en publicité. Moi, j'étais un gars de pub depuis... et puis, j'ai commencé à les aider, faire des petits trucs. Puis, de façon successive, à un moment donné, mon implication était plus demandée. Et puis, à un moment donné, on travaillait chez eux quelques jours. Après ça, à un moment donné, on a eu un bureau. Après ça, un troisième étage. Puis, il y avait quand même des choses concrètes qui pouvaient nous laisser une impression que c'est un véritable projet. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu t'es pointé le nez dans ce projet-là et où on t'a demandé de l'argent? L'argent, elle a été mis dès le départ. Moi, on m'a sollicité en 2011. J'ai fait abstraction. Et puis, en 2012, on est revenu à la charge avec des gens qui étaient proches de moi, même des gens que je côtoyais au niveau professionnel. Et puis, des fois, quand on a un triangle ou quelques références, on est plus enclin à y aller. Donc, c'est là que j'ai commencé en 2012 à investir un premier montant à l'époque. C'était 5 000. Donc, ce 5 000-là, toi, tu disais, on va faire un film, on va faire un projet qui va aider les enfants et je vais avoir un retour sur mon investissement. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui. Donc, tu avais plusieurs raisons à ce moment-là d'embarquer dans le projet. Racontez-moi, M. Beaumont, comment c'est arrivé, vous, l'affaire Mario Goyette dans votre vie? Disons que j'ai eu l'occasion de rencontrer Mario lors d'un atelier de croissance personnelle. Je l'ai rencontré, Mario et sa conjointe de l'époque. Et on est devenus amis, en fait, avec le couple. Et puis, j'ai eu l'occasion même d'aller manger chez eux. Ils sont venus chez moi à l'époque. Et la relation se développait. Et j'ai une conjointe dans ma vie qui est aussi victime de Mario. Et elle avait déjà investi avec lui et elle retirait des intérêts régulièrement. Donc, ça semblait être un investissement sûr. Et sa façon à lui de faire, c'était de donner 10 d'intérêt sur les montants qu'on investissait. Comme ma conjointe avait retiré des intérêts assez régulièrement, alors j'ai décidé d'investir. Je vendais ma maison à l'époque.
Et on quittait pour aller en voyage. Donc, les choses se sont faites un peu rapidement, de dernière minute même, parce que j'ai dû lui envoyer le hockey par courriel pour qu'il puisse prendre les montants d'argent. Donc, c'était combien votre premier montant? C'était 50 000. C'était beaucoup pour vous, 50 000 C'est quand même un montant intéressant, oui. Oui, c'était beaucoup. En fait, je considérais à l'époque que c'était comme un surplus, parce que je ne suis pas désavantagé dans la vie. C'était une bonne occasion de le faire fructifier. Lui, il nous disait qu'il investissait auprès des escomptes de commission, c'est-à-dire des gens qui vendaient de l'immobilier et en attendant de recevoir leur commission, lui, il leur prêtait, il retirait à ce que lui disait un pourcentage qui était nettement plus élevé. Donc, il pouvait se permettre de donner 10 aux gens qui investissaient avec lui. Monsieur Paquette, moi, j'entends ça. Il y a quand même des points en commun. Comment... Parce que là, on entend un motus vivendi. Alors, c'est quoi le motus vivendi? Parce que vous connaissez les deux cas, hein, Mario Goyette et les fondateurs de Lavaganza, quand même, qui était une grosse structure. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les premières approches qu'ils font avec les victimes potentielles? L'approche de tout bon fraudeur, c'est de trouver la faille en toute chose. Donc, comme dans l'affaire de Lavaganza, comme l'affaire de M. Goyette, bien, c'est de trouver un stratagème dans lequel ils vont pouvoir amener leurs victimes graduellement. Donc, ils ne verront pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis, à la fin de tout, bien, ils vont prendre l'argent de leurs victimes puis ils vont disparaître dans le paysage. Donc, tous les fraudeurs, c'est comme ça. C'est de toujours trouver la faille en toute chose. Et dans ce cas-là, bien, ils l'ont bien trouvé. Tantôt, avec Guillaume Dulude, il disait qu'il essaie de trouver des gens qui sont quand même dans une phase de vulnérabilité. Est-ce que c'était votre cas à l'époque? Comme Jean-François, est-ce que c'était ton cas à l'époque? Oui, moi, quand j'ai investi, j'étais dans une période personnelle où je vivais un moment de dépression. Et puis, à ce moment-là, mes réflexes naturels de garde étaient plus éteints. Donc, c'était leur modus operandi, là, dans le sens qu'ils ciblaient spécifiquement... avec le recul, on comprend tout, mais ils pointaient sur des sites, par exemple, de croissance personnelle, des groupes Facebook, des trucs comme ça, où les gens recherchent des réponses pour eux autres aller leur offrir une réponse. Fait on voyait qu'ils cherchaient des gens qui se cherchaient ou qui vivaient une problématique ou qui avait une vulnérabilité. Plus la vulnérabilité était large, plus c'était facile pour eux de rentrer dedans puis de l'exploiter à fond. Est-ce que vous avez senti ça, M. Beaumont? Parce que vous étiez quand même dans un cours de croissance personnelle. Oui, j'étais dans un grand changement dans ma vie tout de même. J'étais en transition entre deux situations bien différentes. La maison était à vendre. Je l'avais rénovée depuis 2 ans, peut-être 1 an, 2 ans. Et ça ne fonctionnait pas nécessairement comme je le voulais. Alors oui, je pourrais dire qu'il y avait une certaine vulnérabilité. Mais en même temps, bien, le fait d'être en croissance personnelle fait en sorte qu'il y a de l'ouverture. Alors moi, j'ai tendance à faire confiance. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, je ne m'attendais pas à ce que ça se produise de cette façon-là. Donc, les victimes sont choisies? Oui. Pour leur... Comme Guillaume disait tout à l'heure, ce sont des gens qui sont extrêmement agréables, des gens qui croient au beau, bon et vrai, donc sont plus facilement manipulables pour ces fraudeurs-là qui n'ont pas d'empathie. Puis le fraudeur, ce qu'il recherche, lui, c'était à dominer sur les situations, les personnes et les événements. Lui, c'est le seul gagnant en bout de ligne. Donc, il va faire toute une prestation pour montrer à quel point il est une bonne personne, qu'il est excellent, qu'il a des talents d'orateur. Et en fin de compte, finalement, il va rouler ses victimes. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise le fraudeur. Là, tu ris, Jean-François, tu reconnais des choses? Oh oui, après, avec le recul, l'image est toujours plus claire. Là. Mais effectivement, puis ça rejoignait aussi ce que monsieur disait à côté. Moi, il venait chez nous, il disait à mes enfants qu'il les aimait. Là, il parlait par leur nom. C'est le spectacle de vraiment la démonstration de je suis quelqu'un de correct, j'ai réussi, je suis correct. C'est toutes comme on dit, des points d'ancrage, comme dit souvent monsieur, des points d'ancrage pour que nous rassurer, pour dire OK, on est à la bonne place. Comme quand on va à la banque, on signe, bien, ils vont nous donner la main. Tu es content de prêter. Oui, tu es content de mettre ton argent là-dedans parce que tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi. Oui, puis tu signes des contrats, puis tout ça, tu as un feeling là, que tout est en bonne main et en bonne et due forme.
Et même dans certaines situations, ces fraudeurs-là vont suivre des formations en croissance personnelle, justement pour savoir encore mieux manipuler. Et certains, comme c'était le cas dans le Monsieur Goyette, vont suivre des formations en hypnose et en PNL, donc en programmation neurolinguistique, qui est la science des mots. Donc, ils savent exactement comment parler à leurs victimes puis comment bien les manipuler. Donc, quand on fait ça avec bienveillance, c'est intéressant, mais quand on fait ça, on suit ça en se disant, ça va être ma meilleure façon d'aller chercher le plus de victimes potentielles. Oui. À la base, dans chacun de nous, il y a un fraudeur qui sommeille. Bien, voyons, là! L'intention avec laquelle on va commettre les actes, c'est ça qui va déterminer le résultat. Parce que la différence entre le vol et la fraude... Bien, la différence, c'est la notion de consentement. En fait, dans un vol, c'est qu'on va prendre un bien sans votre consentement, puis on va vous en priver de la jouissance. Alors que dans une fraude, c'est qu'on va obtenir ce bien-là par le biais de fausses représentations d'usage de moyens dolosifs. Donc, c'est un petit peu comme dans les notions d'agression sexuelle, c'est vraiment la notion de consentement qui fait la différence entre un vol et une fraude. C'est important, ça, la notion de consentement. À quel moment, Jean-François, tu t'es dit... OK, parce que, tu sais, il faut avoir vu le documentaire. À un moment donné, on voit comme les deux têtes dirigeantes. C'est Jean-François et Geneviève, si je ne me trompe pas. On les voit avec Steven Spielberg. On les voit à Cannes sur le tapis rouge. Là, toi, tu penses que le film est en nomination, qu'il est en compétition. Bien, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on vous dit, mais je veux dire, on s'arrange pour vous faire accroire des choses aussi. Oui. Fait que c'est dur avant que les lumières rouges allument, là. Oui, bien, c'est un peu comme le film de Jim Carrey quand il est dans sa bulle. C'est que tout le décor est organisé, là, tu t'en rends pas compte, c'est une bulle qui se referme sur toi. On voit les photos avec les personnalités. Faut dire aussi que Jean-François Gagnon, tu sais, avait fait de la musique, des disques qui passaient à Flash. Il y avait un album qui était excellent. C'est un excellent chanteur, là. Mais quand il avait fait son disque, donc la marge, là où je voulais en venir, c'est que la marge entre fricoter avec les hauts dirigeants, mettons, de la musique et le passage à sauter avec les hauts dirigeants du cinéma, la marge est pas très large, tu sais. Fait que nous, on se dit, ah ben oui, ça se peut, tu sais, je veux dire, il était déjà presque là. Donc, ça disait le film avance, tu sais, oui. Je veux dire, il était avec tu étais avec Steven Spielberg, tu sais, on était à la bonne place. Oui, il y a des photos partout, mais c'est après qu'on se rend compte que finalement... Ouais. Ils vont s'associer avec des gens pour augmenter leur crédibilité. Donc, ils vont s'arranger pour prendre des photos avec un premier ministre, avec un président, avec une vedette. Et tout ça, ça laisse croire que tout ça, c'est vrai. Moi, un jour, j'ai accompagné un groupe de victimes dans un mouvement spirituel. Puis le gourou, dans ça, disait, ah, ben moi, je parle avec le pape, je fais partie des chevaliers templiers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Ben, moi, j'ai appelé au Saint-Sépulcre de Jérusalem. On ne connaît pas ça, ce monsieur-là. Ils m'ont référé à quelqu'un au Québec qui m'a dit non, on ne connaît pas. Donc, ce qui est important quand on fait affaire avec des fraudeurs comme ça, comme disait Guillaume tout à l'heure, le premier, c'est le ressenti. Et si votre ressenti dit, ben oui, ça semble une bonne personne, mais allez un pas plus loin et commencez à faire des recherches d'intégrité. Allez valider ce qu'il dit. On va s'arrêter là-dessus, justement. C'est quoi les lumières rouges, là? Peut-être vous en dites après coup, on va vous utiliser. Puis les conséquences aussi d'avoir été victime de ce genre de fraude-là. Restez là. On va regarder ensemble un extrait encore du documentaire La Vaganza parce que moi, il y a une femme qui m'a bien touchée. Elle a autorisé un certain montant d'argent où elle voulait prêter justement aux organisateurs. Et finalement, on se rend compte qu'ils en prennent beaucoup plus que prévu sur sa carte de crédit et on voit dans quel état ça la met. J'ai même pas un sou pour réserver une automobile avec ma carte de crédit pour aller en voyage. J'ai dit, je peux pas repartir d'ici sans avoir quelque chose dans les mains, là. Je m'en vais pour quelques semaines. J'ai besoin. Puis ils me répondent de pas m'en faire, que quand je reviendrai, ça serait placé, qu'il y aurait sûrement de l'argent qui va être rentré. C'est toujours ça, le sentiment, là, de nous reporter. Puis il va y avoir de l'argent qui va rentrer, puis on va vous contacter. Puis moi, là, j'étais vraiment désespérée. Je pleurais. J'ai dit, je peux pas croire. J'ai dit que je me ramasse dans... Excusez. Je me replonge là-dedans, puis je sais, on a la honte. On a la honte de s'être fait prendre.
épouvantable. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, M. Beaumont? Oui, tout à fait. Moi, ce que je reconnais, c'est qu'à un moment donné, on voulait se racheter une maison dans notre coin où on est présentement. Et puis, on demandait, mon épouse demandait un retour d'intérêt pour mettre sa mise de fonds. Et moi, j'ai fait la même chose. J'ai demandé des intérêts courus pour faire la mise de fonds. Et là, tous les prétextes étaient bons pour dire qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il attendait des fonds de certaines personnes et que ça n'arrivait pas, que les gens lui devaient de l'argent, parce que dans son cas, c'est toujours les gens qui lui devaient de l'argent. Et on a procédé un peu par chantage affectif pour réussir à obtenir, non pas mes intérêts à moi, parce que je n'ai pas pu les avoir, mais ceux de ma conjointe, pour qu'elle puisse faire sa mise de fonds. Et heureusement qu'on a réussi à obtenir au moins ce dernier versement-là. Mais le chèque était libellé au nom de ma conjointe, évidemment, mais signé par la belle-fille de Mario, parce qu'il avait, lui, fraudé sa belle-fille, parce que sa mère étant décédée, donc la conjointe de Mario à ce moment-là, il a pris l'héritage en disant à la belle-fille, regarde, je vais m'occuper des funérailles, signe-moi des chèques et je vais régler tout ça. Tu n'auras rien à t'occuper et tout. Alors, c'est avec ça qu'il a payé, lui, les intérêts qu'il nous devait parce qu'on faisait un gros chantage d'ordre affectif et émotif avec lui. Mais ça nous a permis à nous de réaliser ce qu'on devait réaliser, mais en même temps, la lumière rouge était allumée. Combien vous avez perdu, vous et votre conjoint, dans cette aventure-là? Bon, moi, c'est 50 000. Elle, c'est environ 150, facile. Est-ce qu'il y a eu une honte reliée à ça? Oui, ça a toujours été présent au début. En fait, on a l'impression qu'on est moins que rien, qu'on se fait avoir facilement, jusqu'au jour où on réalise que c'est pas nous qui sommes coupables là-dedans, on est la victime. Et de réussir à dépasser cette situation-là, d'arrêter de s'en faire, de ne pas avoir d'attachement à la colère. Et à ce moment-là, il y a une paix qui s'installe. Moi, je prends pour acquis que c'est perdu, que ça ne reviendra pas, même si on a gagné en cours. Et la sentence devrait sortir sous peu. On demande une peine de prison. Mais le monsieur, actuellement, il est en Europe, en Espagne. Il fonctionne sous un autre nom et il continue la fraude. Maintenant, il marche sur le nom de Mario Albert. Et il fait du gardiennage de maisons luxueuses avec sa conjointe, là-bas. Dans ton cas, Jean-François, comment tu t'es senti quand tu t'es rendu compte que tout ça était un mirage? Moi, ma vie s'est écroulée vraiment parce que c'est un vertige, tu sais, complètement. C'est comme si on me disait que le ciel n'était pas bleu puis que le gazon n'était pas vert. Tu te remets en question complètement. Oui, tu te sens coupable. Tu as l'impression d'avoir été vraiment naïf, mais tu sais, quand c'est organisé, tu peux pas passer à côté, mais ça a été... Moi, ma vie s'est écroulée complètement. Tu as perdu combien dans cette aventure? Ah, bien, c'était autour là, en investissement puis en salaire non reçu, parce qu'on était en couple là-dedans. Là, si on cumule tout, c'était vraiment là, autour de 225 250 000. Tu sais, j'ai pas le décompte exact, c'est énorme, c'est énorme. Oui, Et tout s'est arrêté. Je veux dire, pour toi, tu as eu des changements majeurs dans ta vie. Oui, clairement. Moi, ça a été... Moi, ma vie allait bien dans la vie, tu sais. Je veux dire, j'avais mon métier, j'étais heureux, j'avais ma maison, les enfants, tout le kit. Puis quand le Vaganza est passé, moi, je me suis ramassé SDF, là. Sans domicile fixe? Oui, je me suis ramassé SDF à la fin, là. Puis, tu sais, moi, ils ont mis moi, je suis capable de le prendre, mais qu'on mette mes enfants en danger, ça, ça venait me chercher profondément. Là, ça a été une très courte période, mais... Mais tu t'es ramassé dans la rue. C'est ça. Oui, j'ai dormi dans ma voiture là, pendant à peu près 30 jours à un moment donné. Là. Je dis, moi, je pensais jamais que ça m'arriverait, ça, dans la vie. Là. Quand je disais que j'avais la maison, puis tout, puis j'avais un compte de banque qui était super correct, là, vraiment. Là, puis ça allait bien, là. Là, tout d'un coup, tout s'écroule. Puis se relever de ça, c'est physiquement, t'es vidé, psychologiquement, émotivement. C'est vraiment, quand je parlais de bulldozer dans le documentaire, c'est ça quand je dis que ça rase tout. Ça rase tout dans ton... Mais il ne pouvait plus rien t'enlever.
t'ont tout enlevé ce que t'avais? Oui, siphonné pas mal. T'étais plus en couple non plus? Ah non, c'est ça. Oui, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vis des gros drames comme ça, ça use le couple aussi. C'est une tempête qui passe, un ouragan qui passe dans une vie? Les fraudeurs savent que les statistiques, selon le Centre antifraude du Canada, c'est qu'il y a une victime sur 10 qui va porter plainte. Et généralement, pour coincer un fraudeur, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Et la raison pourquoi on dit que c'est le paradis des fraudeurs, c'est d'abord, le fraudeur sait qu'il y a une victime sur 10 qui va porter plainte. La majorité du temps, lorsque la victime va porter plainte, mais les ressources policières n'ont pas les effectifs pour enquêter, c'est trop complexe, ça coûte trop cher. Donc, ça va être mis sur une tablette, puis ça va être abandonné, malheureusement. Donc, ça laisse le temps aux fraudeurs de continuer. Et là, à ce moment-là, on doit se retourner vers l'Autorité des marchés financiers ou Revenu Québec ou Revenu Canada, par exemple, pour entrer dans le dossier et réussir à coincer le fraudeur, mais on sait qu'il n'y a rien. Donc, dans certains cas, on a réussi à déposer des recours collectifs là, par le biais de bureau d'avocats. Et là, on a, dans un des cas, un des dossiers que j'ai eu, on est arrivé à un règlement pour les victimes. Mais on a tenté le coup aussi dans l'affaire Lavaganza, ça n'a pas fonctionné. Par contre, dans l'affaire Mario Goliath, ce qu'on a fait, on utilise, nous aussi, un stratagème, c'est-à-dire qu'on va mettre le fraudeur en faillite, on va s'adresser au tribunal, on va le mettre en faillite forcée, et ça va nous donner accès, via la loi sur la faillite et l'insolvabilité, à retracer l'argent où est allé. Parce que là, à ce moment-là, on a accès au compte de banque. Donc, on peut voir s'il y a des complices, on peut voir s'il y a des actifs qui ont été transigés et on peut aussi trouver des institutions financières fautives, par exemple. Parce que souvent, des complices, évidemment. Il y a toujours des complices. Tu ne montes pas un mirage comme ça à deux, là. Exactement. Il y a plusieurs personnes. Là, juste avant d'aller à la pause, vous vouliez nous faire un test pour nous montrer qu'on est manipulable, parce que c'est dans ce but-là? En fait, il n'y a personne qui est à l'abri de la fraude. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, ça ne m'arrivera jamais », mais j'ai des gens qui se sont fait prendre puis que c'était des érudits, là. OK. Et pour le bénéfice de vos auditeurs, on va le faire ensemble. Ouais. Donc, je vous demanderais de choisir un chiffre dans votre tête entre 1 et 10. On dirait que je suis avec Mesmer, là, c'est bizarre. OK, un chiffre entre 1 et 10. Okay, vous pouvez l'écrire, parce que je vais vous le redemander. Donc, OK, mais je me joue un tour. J'écris pas ce que j'aurais voulu. C'est bon. OK, donc vous allez multiplier par 2. OK. Ensuite, vous allez additionner de 8. Oui. Vous allez diviser par 2. OK. Puis, vous allez soustraire avec le chiffre que vous aviez choisi au début, le premier là, que vous avez écrit. OK, oui. Ça va vous donner un nombre. Oui. Okay? Ce nombre-là, vous allez le transposer sur les lettres de l'alphabet. Donc, 1 étant A, 2, B, 3, C. La lettre qui correspond au nombre que ça vous a donné, pensez à un pays dans le monde qui commence par cette lettre-là. Bien là, je suis tout perdu, là. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et là, vous prenez la dernière lettre de ce pays-là et vous pensez à un fruit qui commence par cette lettre-là. OK. Et là, vous avez trouvé un pays, un fruit. Et là, je vais devoir vous annoncer que, malheureusement, des kiwis, ça ne pousse pas au Danemark. Alors, quel que soit le nombre que vous avez choisi, on arrive tous au même résultat. Si vous n'arrivez pas à ce résultat-là, c'est que vous avez fait une erreur dans vos calculs. Mais quel que soit le nombre choisi, vous arrivez avec ce résultat-là. Ça veut dire que je vous ai amené dans un entonnoir dans lequel les dés étaient pipés d'avance. Donc, le résultat arrivait au nombre 4. Et le nombre 4, bien, c'est la lettre D. Et des pays qui commencent par D, il y a le Danemark, le Darfour et le Djibouti. On va plus aller vers le Danemark. Tout le monde va aller vers le Danemark. Et un fruit qui commence par K, bien, il y a le kiwi, évidemment. Donc, les gens, par déduction, vont arriver à ce résultat-là. Donc, une fraude, c'est exactement comme ça. C'est un stratagème mathématique dans lequel on va vous amener dans un entonnoir. Que vous soyez médecin, avocat, ça n'a pas d'importance. Un vrai fraudeur, il va vous prendre dans son filet comme ça. Et vous vous en rendez pas compte. Et on s'en rend pas compte. Restez là, on poursuit tout de suite après. Sachez que je suis toujours un petit peu avec vous parce que vous pouvez voir ou revoir nos émissions, nos tête-à-tête et nos discussions sur TVA+. Alors, juste pour terminer avec Lavaganza, où est-ce qu'on en est sur le plan judiciaire? En ce moment, on attend la sentence du premier procès parce qu'il y en a deux. Donc, le premier, c'est Marc-Éric et Karine Lamar qui attendent la sentence en bout de ligne de leur procès.
Je pense que ça fait depuis 2018, si je ne me trompe pas. On est en 2022 quand même, mais bon, c'est ça le système de justice qu'on a. C'est long. Puis après ça, suite à ça, dès que ça va être terminé, parce qu'on parle beaucoup de peine d'emprisonnement, de l'AMF, à un moment donné, l'exigeait. Au début, c'était peut-être, mais là, c'est une exigence. Et puis, va s'en suivre le procès des deux autres, qui sont Geneviève et Jean-François Gagnon. Là. Et je veux dire aussi que tu as un site web pour les gens qui ont été victimes. Tu as voulu, toi, les répertorier. Oui. Bien, je me suis rendu compte rapidement que quand on est victime de fraude ou quelque chose de ce genre-là, on se rend compte que toutes les victimes ne se connaissent pas et ne se parlent pas. Je me suis dit, je vais faire comme la force d'un groupe. J'ai dit, je vais centraliser l'information qui est véhiculée comme un scrapbook un peu. Ouais. C'est un peu ça l'idée au départ. Puis là, c'est quoi le nom de force, il s'appelle lovagansascandale.com. Et puis, moi, j'avais rattaché le mot pour être sûr que n'importe qui faisait une recherche pour investir dans Love-Aganza, au moins trouvait des pistes qui avaient des drapeaux rouges. C'est brillant. Donc, si on veut porter plainte, on peut appeler l'AMF, qui vont se saisir de l'affaire. Maintenant, je ne peux pas terminer sans vous demander en quoi ça vous a changé, j'ai envie de dire, cette épreuve-là, parce qu'en tout cas, c'est une épreuve dans une vie. Ça remet les valeurs en place parce que moi, tantôt, en tout cas, on discutait là, pendant la pause. Moi, je suis devenu extrêmement méfiant, mais à un point. Parce que là, je ne croyais plus à rien. Donc, j'ai eu comme une période, je pense qu'il doit être normal, d'une certaine grande paranoïa pendant quelques années. Là, aujourd'hui, je suis redevenu quelqu'un de beaucoup plus relax puis tout ça. Mais ça m'a changé. Mais maintenant, j'accorde plus ma confiance de façon aussi instinctive. Je vais vraiment attendre d'avoir quelques vérifications. Ça nous marque, c'est sûr. Moi. Les chats échauffés, craint l'eau chaude. Oui, exactement. Mais tu as dit quelque chose pendant la pause que c'est plus facile. Oui. Je vais te laisser le dire, ça va être mieux. Une citation, je pense que c'est Mark Twain, je ne veux pas me tromper, mais ça dit « C'est plus facile de frauder quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il s'est fait frauder. » Bien, en fait, la vraie citation, c'est d'avoir quelqu'un et de lui faire comprendre qu'il s'est fait avoir. Donc, c'est facile d'avoir quelqu'un. Puis les gens, quand on leur raconte, puis ça, c'était le défi avec le regroupement, puis je suis sûr que monsieur a vécu la même chose dans le recours collectif, d'aller chercher de l'appui auprès des victimes. C'était difficile parce que les gens sont dans un déni, ils ont un bouclier de fer, là, ils veulent pas soulever le tapis. Parce qu'il y a une honte, reliant à ça. Dans votre cas, en quoi ça vous a changé? Je pense que j'ai une plus grande conscience quand j'interviens auprès des gens ou quand je reçois des informations différentes. La conscience, mais surtout de voir que les choses n'arrivent pas pour rien. Le bonheur, il est présent partout. Et je vois des gens dans notre regroupement qui sont encore en colère, qui sont encore coincés dans cette colère-là et qui vont traîner cette colère-là pendant des années encore. Un regroupement de victimes de M. Goyette. C'est ça. Tandis que des fraudeurs, il y en a, il y en aura. Des mauvais coups dans la vie, il y en a, il y en aura. Je pense que ça dépend beaucoup de quelle façon on prend la vie, de quelle façon on reçoit qu'est-ce qui se passe. Et il y a des choix qu'on doit faire. Et je crois qu'être heureux, c'est un choix personnel. Bien, ça sera la conclusion. Merci beaucoup, M. Beaumont. Merci beaucoup, M. Simard, M. Paquette. Merci d'avoir été là. Demain, on s'en va complètement ailleurs. On parle design et décoration. Merci. Je nommerai personne, mais vous savez, le lac avec le petit pont qui s'en va au fond, comme ça, très loin, avec 3 roches, on l'a vu 300 fois.